Eh bien, bonjour à tous. Bonjour Paul Melun. Bonjour. Diplômé de Sciences Po Bordeaux en 2017, vous êtes essayiste, chroniqueur français, président du mouvement Souverain Demain. Vous intervenez souvent dans les médias, que ce soit chez RTL, LCI ou CNews. Alors vous étiez étudiant, vous êtes passé par l'UNEF avant d'adhérer au mouvement des jeunes socialistes, puis de vous en éloigner. Vous avez signé en 2019 un essai avec votre ami Jérémy Cornet, Enfant de la déconstruction, paru aux éditions Marie B. Et aujourd'hui, nous vous invitons, dans le cadre de la sortie de votre dernier livre, Libérer la gauche, paru aux éditions du CERF en mai 2023. Nous avons fait le choix de vous convier ici à la Sorbonne, car nous pensons que l'analyse que vous faites de la gauche et de son évolution dans votre dernier livre est particulièrement intéressante. D'où notre volonté d'appeler cette conférence « Évolution critique de la gauche », ce qu'elle a été, ce qu'elle est devenue et ce qu'elle peut devenir. Avant de commencer, vous souhaitez peut-être dire quelques mots ? D'abord, dire quelques mots de remerciement. Vous remercier chaleureusement de votre invitation, c'est très aimable et j'aime toujours beaucoup intervenir dans des milieux et dans des cadres universitaires, y compris dans des universités de sciences humaines, où on sait que parfois le débat peut être un peu difficile ces derniers mois, années. Vous dire aussi que ce que vous faites à Gavroche me paraît essentiel pour le débat d'idées, essentiel pour la réflexion, votre rapport à l'histoire, à la philosophie, à la sociologie, toutes les matières finalement qui fondent les sciences humaines, avec une approche que je trouve très intéressante, pleine de nuances au sens positif du terme, pas au sens de la fausse modération qui couve dans l'air du temps, mais véritablement de nuances, d'un esprit, je dirais, gaulien de la nuance, ce qui dans ma bouche est un beau compliment. Je connaissais naturellement Baptiste, dont je sais l'engagement pour votre association, et donc je pense que vraiment vous faites beaucoup de bien au débat d'idées, et je trouve que ça mérite d'être salué. Voilà, vraiment, ça mérite d'être salué. Pour le reste, sur la thématique de votre conférence, je crois que vous tapez juste, c'est-à-dire que faire l'histoire des idées, et en particulier de la gauche, penser les mouvements politiques et les idéaux, les idéologies, de là d'où elles sont parties à là où elles sont et là où elles devraient être, où elles pourraient être demain, c'est la bonne clé d'entrée pour évoquer un sujet ô combien important, qu'est l'évolution aussi, à travers la gauche d'ailleurs, du clivage gauche-droite. Il faut presque un peu, je ne veux pas dévoiler ce qu'on pourra se dire tout à l'heure, mais je trouve que c'est vraiment important de réfléchir aussi au-delà finalement, de penser l'histoire du clivage et comment est-ce que ce clivage se recompose aujourd'hui. Parce qu'en France, dans la plupart des pays occidentaux et même au-delà, ce clivage a particulièrement muté. Voilà. Donc encore une fois, je vous dis un grand merci, je suis très heureux d'être là et posez-moi toutes les questions que vous voulez. J'arrive de chez Pascal Praud ce matin, donc je suis chaud, il n'y a pas de problème. Sauf qu'avec lui, je ne peux pas répondre aux questions parce qu'il me coupe au bout de 30 secondes. Il nous fait ça à tous. Mais insupportable. Mais je vois qu'il y en a qui regardent l'émission. Ça rajeunit un peu notre public. Mais voilà, en tout cas, je réponds à toutes les questions, même les plus critiques. Sinon, ici, vous aurez le temps de répondre. Et on ne vous coupera pas. Vous pouvez aussi, je plaisante. Dans votre dernier livre, vous faites état d'une nouvelle gauche qui ne cherche non plus à unifier les classes laborieuses, mais bien davantage à les diviser en catégories distinctes. Il y aurait d'un côté une gauche plus urbaine, avec pour base électorale les centres-villes et les banlieues, et de l'autre une gauche plus rurale, qui aujourd'hui sont notamment délaissées par LFI, et se tournerait peu à peu du coup vers le Rassemblement national. Peut-être pouvez-vous nous développer la chose et nous expliquer comment cette évolution a été possible, et qu'est-ce qu'elle implique aujourd'hui comme changement dans le débat public. Alors effectivement, on peut commencer le thème du débat et de la conférence par le avant, et en fait la gauche, je dirais presque dans son ADN, dans sa généalogie la plus profonde, c'est l'unité, c'est l'universalisme, c'est penser par-delà les divisions et par-delà les clivages. Donc il y a déjà ce premier élément-là qui est fondamental. Ce que j'observe aujourd'hui de la gauche, en tout cas d'une partie de la gauche contemporaine, vous allez voir, je pense qu'il faut mettre de la nuance dans les différents clivages de gauche, c'est que tragiquement, depuis ce qui s'est produit par exemple là, le 7 octobre en Israël, nous observons de façon assez limpide ce que j'essaie de développer dans le livre, à savoir la volonté de diviser d'une certaine partie de la gauche. Je pense notamment à une partie, là aussi il faut être nuancé, de la France insoumise. Et la segmentation de l'électorat
était une méthode d'ailleurs paradoxalement plutôt libérale, issue plutôt d'une droite américaine. Je prépare un prochain livre sur l'évolution de la démocratie où je me suis intéressé à un cabinet qui s'appelait LMP, je ne sais pas si vous le connaissez, Liégé Muller-Ponce, et qui avait fait la campagne d'Emmanuel Macron. C'était des jeunes gens formés au BCG, je crois, Boston Consulting Group, qui avaient travaillé avec Barack Obama aux États-Unis et dont le travail était de segmenter la population et de dire quel message délivrer pour plaire à tel électorat. Et ils avaient une espèce de cartographie absolument fascinante où c'était les quartiers, vous savez, un peu Desperate Housewives, là, autour des CBD, enfin au-delà même, dans les banlieues américaines. Et ils prenaient des morceaux, des parties, puis ils disaient, voilà, tel endroit, ils voteront pour nous, donc c'est logique d'y aller. Tel autre, ils voteront pas pour nous, donc on n'y met pas les pieds, etc. Et puis ils utilisaient des datas, etc. Alors, au-delà d'ailleurs des problématiques que ça peut poser en termes de transparence et de trafic des données, il y avait là une méthode qui, en fait, quand on y réfléchit à long terme, produit du macronisme, c'est-à-dire un discours qui, lorsque vous êtes en Algérie, vous dites que la France a commis des crimes contre l'humanité, lorsque vous êtes à l'Académie française, vous êtes contre l'écriture inclusive, et puis lorsque vous êtes sur un marché du terroir à Figeac, vous dites la France éternelle, et le général de Gaulle, et Jeanne d'Arc, quasiment, bon, quand vous êtes avec De Villiers, par exemple. Donc, en fait, ça fait un discours de décérébré. Et donc, ce discours décérébré, si vous voulez, il s'inscrit dans la division, il s'inscrit dans la partition. Il vient d'un constat qui a été développé très très bien d'ailleurs par Jérôme Fourquet, d'archipélisation du pays, dans lequel le politique n'est plus qu'un sorte de représentant de commerce, où il se rend, n'est-ce pas, dans différents arrondissements, et puis il fait son marché électoral, il fait sa tambouille. Moi, je pensais naïvement, quand je me suis engagé à gauche, je pensais naïvement que la gauche était au-dessus de ça. La gauche, c'était s'adresser à tous les Français, quels qu'ils soient. Et en fait, les dernières décennies ont prouvé, ont montré, ont illustré que ça n'était plus le cas. Et effectivement, un exemple assez éloquent, mais on pourrait dire la même chose des écologistes, c'est Jean-Luc Mélenchon. Lapsus révélateur, comme Corbière qui appelle Mélenchon Jean-Marie Le Pen. Donc, si vous voulez, Jean-Luc Mélenchon, lui, a fait le choix de cibler certaines populations et d'en délaisser d'autres. Parce qu'il s'est dit, opportunément, que certaines populations allaient probablement le rejoindre politiquement et que d'autres étaient déjà abandonnées, perdues. Et d'ailleurs, je parle dans le livre du moment où Jean-Luc Mélenchon, vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez, était allé à Hénin-Beaumont pour croiser le fer avec Marine Le Pen. Et il part affronter Marine Le Pen aux législatives, et puis il prend une veste pas possible, il n'est pas qualifié au second tour. Et c'est un socialiste local, quelconque, personne ne connaissait, je crois que c'était le député sortant, cela dit, qui se présente et qui gagne d'un cheveu contre Marine Le Pen. Bon, c'était avant que maintenant elle soit élue à Hénin-Beaumont, et que ce canton à Hénin-Beaumont, que ce soit avec Steve Briouat ou avec elle, soit complètement acquis au Rassemblement national. Mais Jean-Luc Mélenchon, moi je saluais ça de lui. Il y a tout un chapitre que j'appelle Mélenchon mon idole d'ailleurs, où je parle de... quand j'avais 17 ans, 16 ans, j'étais transi d'amour platonique, naturellement, pour Jean-Luc Mélenchon. Je le trouvais fabuleux, Jean-Luc Mélenchon. Il était d'une gauche universaliste, une gauche qui représentait extrêmement bien les valeurs auxquelles je tenais. Il parlait magnifiquement bien de la France. Il y avait d'ailleurs un discours patriote de gauche. Il suffit que vous écoutez Ma France de Ferrat. Vous avez toute une architecture de l'esprit philosophique, historique, anthropologique, sociologique de la France. Mais c'est la France, il dit de 36 à 68 chandelles, donc de 1936, le Front populaire, jusqu'à mai 68. Donc ça existe, le patriotisme de gauche. C'est juste pas les mêmes totems et pas les mêmes référentiels que la droite. Mais la France, c'est la conjonction des deux. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est pas la détestation de la France. Ça, c'est une partie de la nouvelle gauche, effectivement. La gauche qui segmente. Mais la gauche qui rassemblait, elle n'était pas comme ça. Et effectivement, cet amour pour la division a été rentable au point de vue sondagier, en tout cas à court terme, et Jean-Luc Mélenchon en cela n'est pas une exception. J'étais il n'y a pas très longtemps en Belgique, j'ai rencontré des dirigeants politiques belges, de tous bords politiques, des membres du Parlement, etc., qui m'expliquaient que dans la région de Bruxelles-Capitale, un certain nombre de députés de gauche, qui étaient les homologues de Jean-Luc Mélenchon en France, en Belgique, avaient été eux-mêmes remplacés par des candidats islamistes. Parce que de fait, quand vous prenez à demi-mot l'islam politique de façon un peu à la David Guiraud, de façon sans y toucher, forcément, un jour ou l'autre, il y a un vrai islamiste qui se présente, et lui, il a une légitimité auprès de la communauté musulmane qui est représentée là-bas, ou en tout cas d'une partie, c'est l'erreur de Mélenchon, une légitimité qui fait que vous pouvez gagner. Donc en fait, cette gauche-là, elle a vocation à être remplacée en plus. Donc c'est non seulement improductif au plan moral, parce qu'au plan de l'idéal, au plan de la morale, c'est quand même terrible qu'on soit passé de l'opium du peuple
à David Guiraud qui va en Tunisie avec Taha Bouaf saluer le prophète, c'est tout de même malheureux d'en être passé là en quelques décennies. Je pense que c'est une erreur manifeste. Moi, je préférais qu'on s'en tienne à l'opium du peuple. Ça me paraît plus conforme à la vision historique que j'ai de la gauche. Et je pense que cette appétence à la division, non seulement abîme la gauche, effectivement, à moyen et à long terme, mais aussi auprès de ses électeurs. Parce que la démobilisation de l'électorat de gauche a été énorme. Je reprends un chiffre dans le livre, c'était au moment du programme commun, la gauche, elle oscillait entre 45 et 48% de l'électorat. Et à l'époque, on considérait ça comme une défaite, parce que ça n'avait pas permis à François Mitterrand de gagner. C'est qu'en 81 qu'il arrive à rassembler une majorité. Et lorsque François Mitterrand, d'ailleurs, arrive à l'Élysée, il confie à quelques personnes, dont Attali et Fabius, il leur dit « Mais nous avons été élus par un pays de droite, c'est formidable ». Et il se réjouit, parce qu'il a compris le pays Mitterrand. Et il sait d'ailleurs que les Français sont majoritairement conservateurs. Et donc il se dit « On est rentré dans une brèche ». Bon, après, il y aurait beaucoup à dire sur Mitterrand lui-même, mais en tout cas, il est entré dans une brèche qui fait qu'il a été élu. Et la gauche, aujourd'hui, elle n'est pas à 45 ou à 48% au moment où elle se désolait de faire ce score. Aujourd'hui, la NUPES, tout mouillé, c'était entre 25 et 30%, quoi, selon les élections. C'est vraiment dérisoire pour une union de la gauche qui, pour le coup, n'a exclu personne, à part peut-être le NPA, je crois qu'il n'y est pas, ou deux, trois trucs comme ça, mais qui pèsent rien. Mais en tout cas, dans la NUPES, vous avez 25% à peu près, 30%. Et là, quand on regarde les sondages d'opinion depuis le 7 octobre, il a complètement décroché. Donc, ce sont des stratégies court-termistes, inefficaces, et leur inefficacité à la rigueur politique, de tactique politicienne, je m'en fiche un petit peu pour être honnête. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'au plan moral, au plan de notre humanité, au plan de notre appétence à comprendre les défis du monde contemporain, ça me paraît particulièrement inadapté. Justement, vous avez parlé du coup, de la stratégie de Jean-Luc Mélenchon ou d'une partie de la gauche, de surfer sur un discours pour plaire à un certain électorat. Et on se rend bien compte aujourd'hui, à travers les cartes qui nous montrent les votes des Français, que la France rurale vote majoritairement pour le Rassemblement national. Mais qu'est-ce que la gauche pourrait faire pour rétablir ce lien avec une France rurale qui aujourd'hui, finalement, a changé de camp, finalement? Alors, il y a deux lectures. Ou c'est la France rurale qui a changé de camp, ou c'est la gauche Mélenchon qui, elle, a changé de camp. Moi, je pencherais plutôt sur la deuxième option, c'est-à-dire que... bon, alors après, il y a quand même quelque chose à noter, c'est que dire déjà la France rurale, j'ai repris les cartes de vote au moment où Jaurès a été élu député à Carmaux. Et au moment où Jaurès est élu, il se trouve que pour être élu, il faut qu'il aille chercher le vote des paysans, qu'il n'avait pas, parce que les paysans avaient plutôt un vote conservateur. Donc, c'est une vieille histoire. Le vote rural, le vote de la paysannerie par rapport à la gauche, il ne lui a pas toujours été acquis. Sauf que Jaurès, lui, y arrive. Il y arrive alors qu'au début, sa base, c'est effectivement les mineurs de Carmaux, les ouvriers, qu'il a défendus, on ne fait pas l'histoire, mais qu'il a défendus parce que l'un des leurs avait été élu maire et qu'il était menacé d'être licencié, renvoyé par le marquis de Solage. Mais en tout cas, Jaurès, lui, a réussi cette synthèse-là. Cette synthèse, l'homme de la synthèse, ce serait un peu anachronique, mais en tout cas, il a réussi à unir les habitants de sa circonscription. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que dans les décennies qui ont suivi, peu à peu, cet électorat-là, il s'est étiolé, l'électorat rural, et qu'il est parti, qu'il n'a plus été effectivement à gauche. Mais aujourd'hui, à supposer que la gauche veuille vraiment renouer avec cet électorat-là, il y a des tentatives, ça et là, il y a François Ruffin, il y a des gens comme ça. D'abord, elle devrait, enfin, si vous voulez, il y a une espèce de rationalité, je pense, dans le vote de la France dite périphérique. C'est-à-dire que vous votez pour des partis qui vont protéger ce en quoi vous croyez, ce que vous possédez, ce que vous êtes dans votre fort intérieur. Et là, on ne peut pas escamoter la question de l'identité. Malheureusement, c'est comme ça. Pour vivre moi-même dans un village de 250 habitants, qui a voté pour Marine Le Pen au second tour, et si mon village était la France, Marine Le Pen aurait gagné haut la main. Lorsque je parle avec eux, ce que je perçois, c'est plusieurs choses. D'abord, la question sociale, inflation, pouvoir d'achat, etc., elle est très importante pour eux, mais elle n'est pas prioritaire, je dirais. Elle est très importante, mais elle n'est pas prioritaire. Ce qui les inquiète le plus, ils reviennent toujours à Paris. Mais toi, à Paris, ça doit être invivable, c'est terrible, etc. Ils ont une vision de Paris apocalyptique. À certains égards, ils n'ont pas tort. Je suis venu en voiture, j'ai vu comment c'était. Oui, alors effectivement, ils ont une vision apocalyptique de Paris, ils ont une vision apocalyptique de l'évolution du monde contemporain. Le wokisme, etc., c'est un peu loin, ça les indiffère un peu. C'était un peu une erreur d'ailleurs de Zemmour qui n'a pas su s'imposer du tout dans la France rurale. Mais ils ont le sentiment
que leur pays est menacé et qu'il peut s'écrouler. Et en fait, là, on en vient à ce qui est, moi, une des thèses du livre, qui est que penser le déclin, en fait, c'est très important à gauche. Il y avait un article il y a pas longtemps, je crois, dans le Monde diplomatique, que j'ai vu passer, qui disait que finalement, la pensée du déclin, en gros, c'était un peu d'extrême droite, quoi. Depuis Nietzsche et Spengler et tout un tas d'autres gens, c'était très, très à droite. Bon, d'abord, il faudra me dire à quel chapitre Nietzsche est d'extrême droite, ou même Spengler, mais peu importe. Et ces gens-là manquent un peu de culture parfois. Mais en tout cas, considérer que ne pas penser le déclin, c'est être de gauche, c'est une erreur. Je pense que beaucoup de Français, dans le fort intérieur du peuple de France, nous sommes traversés d'une inquiétude vitale. Et ne pas répondre à cette inquiétude vitale, c'est passer à côté de la France, à mon avis. Bien sûr, cette inquiétude vitale, elle ne touche pas les bobos mondialisés qui ont un pouvoir d'achat important, des billets d'avion facilement et l'impression qu'ils auront toujours je ne sais quelle nationalité, puis que tout va bien. De toute façon, ils sont citoyens du monde, donc après tout, que la France disparaisse, ils s'en moquent un peu. Et un électorat musulman qui a voté à 70% pour Jean-Luc Mélenchon, qui est nouvellement arrivé, si on regarde à l'échelle de l'humanité, je prends des précautions, sur le sol de France, et qui n'a pas du tout le même rapport avec l'aspect tellurique, mystique, ancien, historique de la France sur son appétence à anticiper ce déclin. Donc, le peuple de France, de la France périphérique, lui, est conscient du déclin. D'ailleurs, quand vous regardez, il y a des sondages qui sont édifiants, notamment les enquêtes du Cevipof de Sciences Po, qui sont très bons, où vous avez le pouls du pays sur un certain nombre d'indicateurs, et tendanciellement, une majorité importante de sondés répondent qu'ils sont très inquiets du déclin du pays. Et ce déclin, ils le perçoivent à plein d'égards. Notre industrie et notre économie, notre langue, notre rayonnement dans le monde, le défi migratoire qui n'est pas absorbé, les problématiques sécuritaires, plein d'éléments, une litanie d'éléments, une liste à la Prévert d'éléments comme cela, qui font qu'il y a une profonde inquiétude. Et pour parler de ce que je connais, c'est-à-dire le PS que j'ai bien connu, ou l'UNEF, etc., quand on faisait des réunions de section ou qu'on discutait avec des cadres importants, des ministres d'Hollande, etc., moi j'ai travaillé aussi à l'Élysée, je connaissais, après on a travaillé avec Stéphane Le Foll pour son congrès, etc., quand dans une réunion un peu triée sur le volet, vous évoquiez le sujet du déclin, voilà, je me rappelle une réunion que je raconte où j'étais rue de Rivoli chez François Hollande, et je lui dis, écoutez François, ne penseriez-vous pas qu'il faille peut-être muscler votre discours sur les aspects régaliens, etc. Je crois qu'il y a une vraie inquiétude qui traverse le pays. Je lui parle d'immigration, je lui parle de produire en France, je ne sais plus de quoi d'autre, deux, trois éléments de souveraineté nationale. Ah, il m'a regardé. Puis il me dit, écoutez, ne versons pas dans le populisme de grâce, c'est très dangereux. Et il était terrifié. Et lui-même, qui était un type quand même assez intelligent, qui dans le bouquin avec Davet et l'homme reconnaît quand même pas mal de choses qu'il n'a pas reconnues étant président, qui aujourd'hui a quelques fulgurances, c'est comme Jacques Attali qui nous parle des frontières. À cette époque-là, et je ne suis pas un dinosaure, c'était il y a 10 ans à peine, ces gens-là ne voulaient pas voir ces défis-là. Et ils ne voulaient pas voir les défis du déclin de l'Occident et du déclin de la France. Après, moi, je veux bien avoir face à moi quelqu'un qui me dit on ne décline pas, on progresse. Et je veux savoir sur quoi, à quel moment, quels facteurs on peut prendre au plan économique, au plan social, au plan culturel, au plan de notre civilisation. Et je veux bien un débat là-dessus. Mais je ne trouve personne à gauche capable de me dire, à part effectivement Mélenchon qui a fait un contre-discours avec la créolisation, contre-discours qui à mon avis présente beaucoup d'autres problèmes, mais ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, je ne vois personne à gauche qui même répond à la question. Ils préfèrent l'occulter depuis Mitterrand, en fait, depuis 80, 83. On dit non, on ne veut pas en parler, parce que sinon c'est fasciste, c'est extrême droite. Donc Marine Le Pen, elle récupère la mise, parce qu'elle a des gens qui ressentent dans les tréfonds d'eux-mêmes le déclin, et elle les accueille en disant moi je suis ni de droite ni de gauche, je suis une souverainiste, rejoignez-moi tous. Elle se réclame de Gaulle, maintenant en plus elle marche contre l'antisémitisme, donc elle est saluée par les Juifs. Ça fait bien longtemps d'ailleurs que les Juifs votent à l'extrême droite, ce qui est un peu paradoxal. Donc voilà, bon, si vous voulez, et puis elle explique, moi je vois les problématiques chez moi dans le nord de Sèvres, il y a des éoliennes absolument partout. C'est invivable. Moi, en plus, surtout moi qui suis écologiste et qui suis favorable à l'écopatriotisme, je me désole de voir ces mâts de 250 mètres dans les champs, parce qu'il y a des gens qui, dans un bureau, ont décidé depuis Paris que le nord de Sèvres, c'était moche, ça ressemble à la Beauce, il y a des plaines avec des céréaliers, donc de toute façon, un peu plus, un peu moins, on va leur coller quelques éoliennes à tous ces ploucs. Il y a le prix du pavillon qui baisse, il est à 120 000 €, il passe à 80 000, tout le monde s'en fiche.
les maires, on leur file un pourboire. Enfin, c'est une catastrophe, cette histoire. Et pourtant, on peut réfléchir au mix énergétique, on peut réfléchir, moi je ne suis pas un ayatollah du nucléaire, je regarde, j'essaie de réfléchir, est-ce qu'une partie d'éolien offshore, ça peut être rentable? Est-ce que l'éolien flottant, on est en train de le développer pour ne pas abîmer les fonds marins, ça peut être intéressant? Le solaire sur les zones artificialisées. Bon, il y a plein de choses avec les courants, avec les marées, plein de choses qui peuvent être mises en place. Mais de grâce, là aussi, c'est un autre débat qu'on pourra avoir sur l'écologie urbaine, mais cette imposition qu'il y a de dire, bon, ces gens-là, après tout, ils sont de moins en moins nombreux, ils ont fui les villages, ils partent, on va leur coller des éoliennes. Puis maintenant, Macron dit, on va faire une clé de répartition pour accueillir les migrants. Alors là, avec tout ça, je peux vous dire que Marine Le Pen, à chaque fois, elle fait plus 10 dans les sondages. Donc, pour répondre à votre question, et je suis un peu long, pardonnez-moi, c'est que la gauche doit s'emparer de ces sujets-là, mais les traiter avec un logiciel qui soit républicain, laïque, universaliste, social, avec une éthique. Et ça, aujourd'hui, je ne le vois pas trop. Je ne dis pas que je ne le vois pas trop. Alors, je suis reçu ça et là par quelques parlementaires un peu échappés, quelques brebis égarés du troupeau de la NUPES qui m'appellent, qui me disent « Tiens, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire un truc là-dessus ?» Ruffin, il fait des trucs intéressants. Des proches de Fabien Roussel. Bon, il a mis un jeune tête de liste qui est un garçon intéressant. Enfin, il y a quelques personnes qui essaient de faire des choses. Et quelques médias, bon, il y a Gavroche bien sûr, puis il y en a d'autres, donc, qui essaient d'ouvrir des brèches dans le plafond de verre de la gauche woke, urbaine, et vous allez tout de suite bondir avec mon terme, islamo-gauchiste. Enfin, je crois que là, depuis le 7 octobre, ceux qui demandaient une définition conceptuelle l'ont. Guillaume, je te laisse enchaîner. Oui, alors, vous mentionnez Fabien Roussel ainsi que François Ruffin comme des politiques incarnant au moins en partie une gauche que vous pensiez enterrée depuis longtemps. En quoi leurs idées se différencient-elles de la néo-gauche et comment envisagez-vous l'évolution de cette gauche? C'est deux questions différentes. Comment est-ce que je les perçois, eux, peut-être d'abord? Bon, il se trouve qu'il y a aussi des réalités sociologiques. C'est-à-dire quand on regarde les sénateurs et députés qui sont des frondeurs, disons, de l'idéologie dominante à gauche, je pense par exemple à François Ruffin, même à André Chassaigne qui est un peu moins connu mais qui est dans le Puy-de-Dôme, ils n'ont pas les mêmes électeurs. Alors, je ne veux pas tout de suite les attaquer en disant que c'est un calcul cynique et électoraliste, sûrement pas. Mais en même temps, les remontées du terrain dont on nous rabâche la tête depuis des décennies à l'Assemblée nationale, eux, ils les ont et elles sont un peu différentes de députés qui sont élus comme Louis Boyard, David Guiraud, etc., qui eux sont élus effectivement dans des quartiers dits populaires. Donc ce n'est pas tout à fait la même sociologie électorale et ce n'est pas tout à fait le même cheminement. Donc quelqu'un comme François Ruffin, il a essayé, même quand il était réalisateur, avec des films qui étaient quand même vraiment intéressants, que son film sur Bernard Arnault, La Merci Patron, qui était très bien, l'autre après sur les Gilets jaunes, il a essayé de parler à cette France-là. Le rapport d'ailleurs que la gauche a eu au mouvement des Gilets jaunes est très intéressant à observer, parce qu'en fait, dans les premières semaines, Jean-Luc Mélenchon et la plupart des leaders de la gauche urbaine ont tiré à bras raccourcis sur les Gilets jaunes, nous expliquant que c'était des rouges-bruns, que c'était vraiment des relents d'extrême droite. Les mecs, ils n'avaient pas ouvert la bouche, ils étaient déjà homophobes, antisémites, phallocrates, sexistes, misogynes. C'était terrifiant, quoi. Bon, parce qu'il y avait 10 types sur un rond-point avec des merguez qui disaient on aimerait bien... bon, enfin, c'était surréaliste, ce débat. Et là, on avait vu une arc boréale, pour le coup, une partie de l'élite de la gauche, Libé, Télérama, etc., qui tirait à bras raccourcis sur les Gilets jaunes, en passant par feu Benjamin Griveaux, etc., qui avait des propos très désobligeants envers les Gilets jaunes, Clément Beaune et tous les ayatollahs du camp de la raison, jusqu'à une partie de la droite, plutôt, je dirais, Pécresse, ex-UDF, droite orléaniste. Donc il se trouve dans ce truc-là que un soulèvement populaire aussi intéressant à observer que les Gilets jaunes, qui va leur parler ? Qui se rend sur les ronds-points, qui les écoute, qui prend les propositions, qui fait écho à ce qu'ils disent et dit du bien d'eux sur les plateaux de télé, c'est le camp conservateur. Et c'est votre serviteur qui est sur les chaînes d'information qui voit sur LCI, sur CNews, partout, que ceux qui disent « bon, quand même, ces gilets jaunes, ils ne sont pas inintéressants », je ne donnerai pas les noms, mais ce n'est pas vraiment des gens qu'on aurait imaginé avec le masse prolétariat. Donc là, on arrive à une espèce d'inversion des pôles absolument sidérante qui montre bien, que j'essaie d'expliquer dans le livre, qui montre en fait à quel point il y a cette désertion. Alors après, il y a un rattrapage qui s'opère dans les semaines après, parce que Mélenchon se dit, bon, quand même, je suis en train de passer à côté du truc. Donc là, il revient et ils font, vieille technique de stalinien,
et vieille technique même en 1917, quand ils ont zigouillé les marins de Kronstadt, c'est-à-dire que pour reprendre l'ascendant sur un mouvement politique, on donne d'autres mots, d'autres chefs, on remplace tout le monde et on noyote le mouvement. Donc ils ont fait ça, ils ont dit les Gilets jaunes, ils veulent la 6e République, bon, c'est le programme de Mélenchon, c'est bizarre, ils veulent ceci, ils veulent cela, et puis là, ils les ont complètement rhabillés pour l'hiver. Alors qu'en fait, c'était un élan de souveraineté populaire. Bon, alors peut-être que la 6e République peut y concourir, je ne suis pas complètement fermé à l'idée, mais en tout cas, tout de suite, aller reprendre les mots, ils veulent une assemblée constituante, j'entendais Madame Panot, je ne sais plus quel député insoumis, ils veulent la constituante. En fait, ils plaquaient les réalités du programme et ils les donnaient aux Gilets jaunes en disant maintenant c'est ça. Ça montre bien d'ailleurs le degré de démocratie qui règne au sein de la France insoumise et la verticalité de ces gens-là. Donc à un moment donné, ils vont voir des gens qui se mobilisent, qui rentrent en lutte et ils leur imposent les mots, les termes, comment dirais-je, la façon de s'organiser presque, etc., etc. Alors que les Gilets jaunes, eux, ils ont fait émerger des concepts comme le référendum d'initiative citoyenne, qui étaient des outils, ils étaient favorables aux outils de démocratie directe. D'ailleurs, il y a un très bon sondage qui vient de sortir là, qui explique à quel point les classes populaires, disons, sont très favorables à la démocratie directe et à quel point les cadres supérieurs sont très favorables à la démocratie représentative. Ça, c'est aussi très intéressant. Mais en tout cas, les Gilets jaunes, c'était un mouvement authentiquement populaire et ce n'était pas un mouvement comme on a essayé de le faire croire, de commerçants enrichis ou je ne sais quoi, ou de cadres supérieurs un peu néo-poujadistes. Ça, c'était des conneries. Il y en a peut-être quelques-uns dedans. Les abrutis qui ont hurlé sur Alain Finkielkraut et qui l'ont traité de sa juif, c'était un type. Bon, bah oui, effectivement, comme dans tout mouvement, il y a des brebis galeuses. Mais globalement, c'était un mouvement que j'ai trouvé très digne et qu'on a essayé de ramener à sa bestialité, à sa violence, comme on le fait souvent d'ailleurs avec certaines luttes de gauche. On sait ça depuis la Commune de Paris et même depuis 1848. Donc, effectivement, les Gilets jaunes ont été stigmatisés. Alors là, il n'y avait pas de belles âmes pour les déstigmatiser, pour les défendre, si ce n'est ce qu'on appelle l'extrême droite. Donc là, je dis, typiquement, la gauche a manqué un rendez-vous avec l'histoire en méprisant les Gilets jaunes et après en essayant de les récupérer. Je trouve ça terrible. Rebelote avec le pass sanitaire. Alors, je ne dis pas, là c'est encore un autre sujet, mais il y avait quand même quelques résonances sociologiques dans la sociologie des antipasses et le mouvement des Gilets jaunes. Là aussi, ça arrive sur le tard, ils ne savent pas trop bien comment prendre le sujet, et comme de par hasard, magie, c'est plutôt François Ruffin qui y va, comme pour les Gilets jaunes. Donc il y a des marqueurs là aussi. Par contre, dernière lutte en date qui a été considérée par cette gauche-là comme une lutte politique, une révolte qui, à mon avis, n'en était pas une, c'est à la suite de la mort de Naël. Là, par contre, ils se jettent dessus pour récupérer, là encore, le mouvement. Et en plus, ça ne marchera pas du tout, parce que alors là, pour le coup, ce qui est fascinant, c'est que Mélenchon et ses sbires aiment l'électorat des banlieues, ils pensent qu'ils vont aller parler à cette jeunesse-là, etc. Or, ça ne marche pas du tout. C'est-à-dire que Mélenchon, en fait, il pouvait faire un 20h et appeler au calme ou appeler à l'embrasement. Tout le monde s'en foutait. Si vous voulez, ce n'est pas lui qui a le pouvoir dans ces quartiers-là, pas lui. C'est plein de gens, c'est assez diffus, c'est assez complexe, c'est composite. Il ne faut pas tomber dans les raccourcis qui disent que c'est que les dealers et les imams. C'est certainement beaucoup plus complexe que ça, mais ce n'est pas non plus Mélenchon. Donc moi, quand j'allais à la télévision et puis qu'on me disait alors Mélenchon attise-t-il la haine dans les banlieues, est-ce que c'est lui qui crée ? Moi, je disais non, il essaie de surfer dessus avec beaucoup de cynisme et d'opportunisme politique, comme il l'a fait jadis avec d'autres, mais ce n'est pas le cas. Par contre, sur la lecture des mouvements qui ont suivi la mort de Naël, où on allait piller le Nike et les drugstores et je ne sais quoi, et le Zara de la rue de Rivoli, pardonnez-moi, je ne vois pas en quoi est-ce qu'un pillage de chaussures de sport américaines ou de smartphones Apple fabriqués par des petits-enfants à l'autre bout du monde, je ne vois pas en quoi c'est de gauche. Ou alors j'ai loupé quelque chose. Mais je ne vois pas en quoi c'est une révolte. J'entendais l'autre fois un débat sur France Culture avec 4 sociologues et un élu, je crois, d'hiver droite. L'élu d'hiver droite était un peu embêté, alors il disait, je pense qu'il était élu en banlieue, donc il disait oui, effectivement, bon, c'était un peu des révoltes. Le débat c'était est-ce que c'est des révoltes ou est-ce que c'est des émeutes. Lui il disait c'est un peu entre les deux. Et puis les 4 sociologues, évidemment, 4 sociologues France Culture, bon, en plus je continue à écouter parce que j'aime bien, il y a de bonnes émissions, mais là en l'occurrence c'était quand même très biaisé le débat. Les 4 nous expliquaient que c'était des révoltes, ils étaient à 2 doigts, eux c'était Zola, c'était vraiment, c'était extraordinaire. Qu'est-ce que c'était beau. Voilà, les 4 évidemment ils ne connaissaient rien du tout, et ils trouvaient ça merveilleux, vraiment cette solidarité, etc. Et Mélenchon, lui, a essayé de se positionner là-dessus. Mais la gauche, et je m'en désole, n'est plus à l'origine des grandes mobilisations. Le peuple de gauche, si tant est qu'il existe encore aujourd'hui, je me demande bien d'abord où est-ce qu'il est politiquement. Il y a probablement une grande partie dans l'abstention. On l'oublie assez souvent en disant qu'il est parti chez Le Pen. Il y en a aussi une bonne partie en abstention. Il y a une partie effectivement chez Marine Le Pen. Une petite partie aussi qui vote Macron, c'est un peu curieux, et une partie encore qui vote effectivement plutôt à gauche. Mais en tout cas, il n'est pas soudé, il n'est pas cohérent.
Ou alors, ce n'est pas un peuple de gauche, parce que la notion de peuple, j'aime bien reprendre la formule de mon ami Michel Onfray, le peuple, c'est ceux sur lesquels s'exerce le pouvoir. Le peuple de gauche, ce n'est pas les bobos de Paris ou les étudiants à Bac+8 qui ont fait de belles écoles ou de belles universités comme ici ou Sciences Po. Ce n'est pas ça le peuple. Ça, ce sont effectivement une élite plutôt favorable à la mondialisation, que la mondialisation a choyée, et qui, elle, s'inscrit sur un vote, disons, une arc boréale qui va d'Hidalgo jusqu'à Mélenchon, quoi. Et effectivement, c'est un électorat qui est très rentable au plan purement électoraliste, puisque ce sont des gens qui votent, qui sont fidèles au vote, qui sont loyaux, qui sont abonnés à tous les médias qui font la propagande de cette gauche-là. Et donc, il y a une espèce de cohérence à cela. En plus, ils adorent qu'on aille chercher l'électorat musulman en faisant croire que c'est les nouveaux damnés de la Terre. Donc, tout ça est plutôt cohérent, et ça assure à Jean-Luc Mélenchon et à la France Insoumise une rente de situation aux alentours de 15%, qui est indestructible. Et ça, Jean-Luc Mélenchon, qui est un très fin observateur, et plus qu'observateur, acteur de la Ve République, et Dieu sait qu'il est intelligent et cultivé, il sait pertinemment que dans la Ve République, depuis 1962, l'élection du président au suffrage universel direct, tout se passe au moment où vous avez entre 15 et 20% de l'électorat très fidèle. Du moment que vous avez ça, vous pouvez gérer votre boutique et après potentiellement accéder au second tour sur un coup de poker, etc. Donc il joue là-dessus. Et il se dit, dans le chaos des temps, parce que lui, par contre, est assez conscient du chaos, si ce n'est du déclin, mais lui, il le souhaite. En tout cas, il s'engage dedans à corps perdu. Et à l'intérieur de ce chaos, on va m'appeler, et dans un second tour face à Marine Le Pen, je gagnerai parce que finalement, tout le monde se dira, bon, c'est quand même une méchante nazie, du rapport crématoire, machin, sortiront tous les trucs Jean-Marie Le Pen, et puis le voilà élu. Donc c'est extrêmement cynique. C'est pas au niveau des enjeux de la gauche contemporaine, mais ça fonctionne assez bien parce que par contre, le travail de reconquête, sans parler du mouvement d'Éric Zemmour, le travail de reconquête de l'électorat de gauche, de la gauche populaire, de la gauche française, d'abord il y a eu la désindustrialisation, et ensuite, si c'est les employés, c'est quoi? C'est peut-être les livreurs Uber, les gens qui n'ont pas de sous, etc., qui sont un peu dépolitisés, l'électorat des campagnes, effectivement, toutes les communes où Marine Le Pen est arrivée en tête, pour le récupérer, c'est un travail titanesque. Et effectivement, qui n'est pas rentable du tout à court terme. Fabien Roussel, dans les sondages, il plafonne. Et je suis sûr que si François Ruffin y allait, il plafonnerait aussi. Donc en fait, c'est ça qui est très désespérant dans ce combat, c'est que c'est un combat un peu vain. Ben, c'est beau, c'est souvent les combats vains sont souvent les plus beaux d'ailleurs. Mais de dire, recréons ça, recréons cette base électorale, recréons cette France-là, aidons ces gens qui ne savent pas trop bien à quel sein se vouer, curieux pour un laïc, mais voilà, aidons-les. Et le problème, c'est que aujourd'hui, la gauche, par paresse ou par cynisme ou par calcul, que ça, je ne suis pas dans leur tête, a choisi de les laisser sur le bord du chemin. Très bien. Vous faites aussi le constat selon lequel la gauche française n'a pas réussi à élaborer un contre-modèle à l'hégémonie culturelle américaine. Peut-être pourriez-vous expliquer les raisons de cet échec et détailler comment cela a-t-il impacté la conscience de classe du prolétariat français? Oui, parce qu'en fait, plus encore que les considérations dont on a parlé depuis le début de partis, d'organisations politiques contemporaines, etc., moi je pense qu'à la racine de tout ça, il y a quelque chose de 1000 fois plus important, c'est effectivement l'idéal. Jaurès disait « aller à l'idéal en passant par le réel ». C'est de ça dont il s'agit. Et la gauche, historiquement, la droite aussi, ceci dit, les grands mouvements, les grands idéaux, les grandes idéologies politiques sont nés de la pensée, de conceptualisation du monde. Marx et Engels, Adam Smith, Tocqueville, même jadis Machiavel qui écrit Le Prince pour le roi Médicis. Donc c'est très très important que tout naisse par un substrat culturel de grande qualité. Or, la gauche, elle a eu des logiciels qui ont éclairé le monde au XIXe siècle, même avant, on pourrait même parler de l'abbé Grégoire, de Saint-Simon, après on peut parler du socialisme municipal, de Cabot, de Fourier, etc., de Marx Dormoy. Donc tout ça, c'est un legs immense. Et c'est un lecteur assidu d'un certain nombre de ces livres qui vous en parlent, même bien sûr Jaurès. Il y a tout là-dedans. Alors il y a tout, mais ça nécessite bien sûr un certain nombre de relectures critiques à l'aune du XXIe siècle. Le problème, c'est que ces relectures critiques à l'aune du XXIe siècle, elles n'ont pas été formulées par des penseurs en Europe qui se sont réclamés de ces textes classiques de la gauche, mais par des gens qui, outre-Atlantique, croyant s'inspirer, d'ailleurs c'est là que c'est un peu paradoxal, de la French Theory, etc., de Foucault, de Derrida, de Guattari, etc., ont fait leur miel, et c'est ce qui a donné les démocrates américains aujourd'hui, etc., d'une nouvelle idéologie
qui est en fait un genre de filet d'eau tiède, mal digéré, de Sartre, de Beauvoir. D'abord, est-ce que Sartre et Beauvoir, c'était vraiment la gauche? Il y a un débat là-dessus, moi je préférais Camus. Mais en tout cas, il y a eu, si vous voulez, déformation, et puis il y a eu arnaque sur la marchandise. Et on se retrouve dans les années 80-90 avec déjà un changement de braquet dans les campus américains, nouveau vecteur de pensée, si ce n'est de la pensée, moi je ne pense pas que ce soit de la pensée, mais en tout cas d'un nouveau militantisme aux États-Unis d'Amérique, qui ensuite s'en vient irradier la planète parce que il est compatible avec le capitalisme et avec la mondialisation, ce qui est un nouveau paradigme très important pour la gauche. C'est que la gauche, pour être acceptée, a souvent eu besoin dans l'histoire de se fondre dans les habits de la mondialisation et du libéralisme. On l'a vu avec Mitterrand et le tournant de la rigueur au plan économique. On l'a vu au plan sociétal ou civilisationnel avec le wokisme. C'est-à-dire que la révolution woke et ses prémices, le début des thèses intersectionnelles, etc., est parfaitement compatible avec le capitalisme mondialisé, puisqu'il s'en va dire aux êtres, vous êtes des individus libres, vous pouvez jouir de votre déracinement sans entrave, et vous n'avez pas besoin de ces structures qui, le patriarcat, qui, les religions monothéistes, surtout la chrétienté, parce qu'il y en a d'autres auxquelles ils ne s'attaquent pas. Et donc, ils ont noté toutes les grandes structures traditionnelles comme étant des freins à l'épanouissement individuel. Or, l'alpha et l'oméga du capitalisme, c'est l'individualisme. Donc, si vous voulez, si vous êtes, je ne sais pas, McDonald's, Coca-Cola, Burger King, que vous voulez entrer dans des espaces entiers, on l'a vu après 91 dans le bloc soviétique avec McDonald's, ben vous avez intérêt, vaut mieux que vous ayez Boris Yeltsin plutôt que je ne sais quel dirigeant communiste qui verrouillait tout ça et qui avait un rapport collectif et collectiviste à l'économie. Donc de fait, l'effondrement du bloc soviétique, la fin des grandes idéologies collectives, la fin du gaullisme en France, l'effondrement de la chrétienté, tout ça est un contexte particulièrement propice à l'épanouissement du capitalisme mondialisé. Et là-dessus, le wokisme offre une caution morale de choix qui donne ce qu'on appelle aujourd'hui, pardonnez-moi pour les anglicismes, le pinkwashing, le greenwashing. Ça, vous avez un gratte-ciel abject qui pollue et qui embauche des gens dans des conditions de travail absolument désastreuses, catastrophiques, qui polluent éhontément, mais vous avez des petites affichettes dans le café d'entreprise, Diversity and Inclusion, et vous avez un noir, un chinois, un asiatique, un je ne sais pas quoi, vous avez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, vous avez un bel arc-en-ciel LGBT, un yucca avec un truc solaire, et puis on vous dit, voilà, ça y est, maintenant on est vertueux, on est éthique, et les autres sont des fachos. Ah bah oui, effectivement, si c'est ça, la mue du capitalisme vers l'écologie, ou les questions de genre, etc., c'est facile, hein. À ce compte-là, on peut tous être très très progressistes. Donc cette espèce d'arnaque, elle a été rendue possible idéologiquement par une partie de la gauche qui a renoncé à son ADN politique et notamment à son patriotisme au service d'une idéologie mondialisée qui finalement se sont prises main dans la main assez aisément hein, depuis mai 68 et depuis leurs exégètes des années suivantes. C'est comme ça que vous voyez effectivement des Serge July, des Cohn-Bendit, des Romain Goupil, qui aujourd'hui sont tous chez Macron, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une logique, quoi. C'est-à-dire que ces gens-là hurlaient interdit d'interdire, CRS, bah, aujourd'hui, ils sont du côté du capitalisme mondialisé. Ils ont fait leur chemin. Alors, ils ne sont pas du côté de l'extrême droite, comme on dit, ils ne sont pas non plus chez Mélenchon, ils sont là. Et effectivement, ça montre bien, quand vous voyez ce grand mouvement, à quel point ces gens-là ont affaibli la gauche, à quel point ces gens-là, et encore la gauche, il y a plus grave, le peuple. On affaibli le peuple, les peuples européens, parce que là, il faut quand même regarder ce qui se passe dans toute l'Europe. Regardez ce qui se passe en Italie avec Giorgia Meloni, regardez ce qui se passe en Hongrie avec Orban. Il y a eu un revers en Pologne, mais à mon avis, ce sera de courte durée. Ce qui se passe avec Vox en Espagne, ce qui s'est passé avec le Brexit au Royaume-Uni, ce qui se passe en Suède, etc., etc., etc. Et dans les pays où la gauche se maintient, comme le Danemark, les sociodémocrates, c'est des sociodémocrates qui disent la même chose que moi sur l'immigration. Donc c'est quand même qu'il s'est passé un certain nombre de choses. Donc effectivement, l'abandon par une gauche des classes laborieuses, des peuples d'Europe, et on pourrait même parler des États-Unis d'Amérique, une partie du succès de Trump réside là-dedans, et les démocrates, les votants démocrates sont plutôt des gens qui habitent les beaux quartiers des grandes villes, des grandes mégalopoles américaines. Tout ça concourt à ce qu'en Occident entier, il n'y ait plus guère que les nationalistes et de véritables démagogues pour le coup, pour représenter les intérêts du peuple. Ben ça, c'est un constat qui très franchement fait froid dans le dos. Vous avez parlé
aussi du coup des nationalismes, un peu de populisme, etc. Et parlons-en d'une question un peu épineuse, liant un peu tout ça. C'est que vous parlez beaucoup de la construction européenne, de la perte de souveraineté et de la désindustrialisation comme des éléments ayant contribué au déclin de la France. Oui. Pourriez-vous expliquer plus concrètement comment ces facteurs ont joué dans le rôle de ce déclin? La construction européenne. Notons d'abord qu'en lien avec ce que je disais juste avant, la Commission européenne est au firmament à la conjonction entre, si vous voulez, le capitalisme mondialisé d'une part et les idées vaguement progressistes des Américains. Donc, à un moment donné, idéologiquement, un ami d'ailleurs c'est marrant, un ami qui était haut fonctionnaire à Bruxelles me disait, tu sais, il y a plus de lobbyistes que de hauts fonctionnaires à Bruxelles. Donc, les puissances de l'argent et leurs représentants sont là. Là, ils ont gagné un arbitrage, je ne sais pas si vous avez suivi, sur le glyphosate, par exemple. Très intéressant à observer. La Commission européenne, je fais une parenthèse sur l'écologie, la Commission européenne, qui nous rabâche les oreilles toute la journée avec le prêchi-prêcha éco-citoyen à 2 balles, est incapable de prendre des vraies mesures écologiques en Europe. Et elle fait les fermes à 1000 vaches, elle fait le glyphosate, elle continue avec les traités de libre-échange avec des navires qui croisent en mer avec des porte-conteneurs immenses un peu partout, elle réindustrialise rien du tout. Enfin, c'est quand même assez surréaliste d'hypocrisie. Donc, effectivement, mais alors, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que, je ne vais pas ici faire la généalogie de la construction européenne, mais pour en arriver à ce degré-là d'impéritie de la Commission européenne, il y a des décennies et des décennies de construction européenne. Alors, j'ai lu pas mal de livres là-dessus, vous avez peut-être lu les mêmes que moi. Je ne veux pas sombrer dans le complotisme sur les raisons de l'Europe. Juste, pour moi, les meilleurs textes à lire pour comprendre la genèse de l'Union européenne sont ceux de De Gaulle. Et la façon dont De Gaulle parlait de monnaie. Ça, c'est très très important. La façon dont De Gaulle parlait de tous les pères fondateurs de l'Union européenne qu'aujourd'hui on est à 2 doigts de béatifier, dans des termes qui sont aujourd'hui similaires à ce que le pire des souverainistes pourrait dire de Madame von der Leyen ou jadis de Barroso ou de Draghi, etc. Donc, la genèse de la construction européenne, dans son acception de marché libéral, d'abaissement des frontières, de marché commun, au début d'échanges économiques, part d'une idée qui aurait pu me séduire au plan purement économique. Tout ça se défend. On sort de plusieurs guerres intestines extrêmement, comment dirais-je, meurtrières. Il y a un besoin d'unifier les nations européennes par les peuples. Alors, la clé d'analyse, la clé d'entrée, pour eux, c'est l'économie. On repart de l'idée selon laquelle, à Gênes, dans la Méditerranée, les bourgeois génois, vénitiens, apaisaient les conflits par le commerce. C'est le cas dans toutes les grandes civilisations. On peut penser à l'Empire ottoman, on peut penser à plein de civilisations dans lesquelles le commerce a eu un facteur apaisant, même à l'Antiquité. Donc ça part d'un constat qui peut se défendre. Ce qui est intéressant, c'est le glissement entre ce constat qui peut se défendre et l'élargissement de la construction européenne et l'aspect de la construction politique de l'Union européenne. Et là, c'est le tournant, clairement, de Maastricht en 92, qui est fondamental, où, effectivement, en 92, quelques esprits dissidents en France, je pense à Philippe de Villiers, je pense à Jean-Pierre Chevènement, je pense à Philippe Séguin, ont essayé de sonner l'alerte, expliquant que nous n'aurons plus la maîtrise de nos frontières, que nous n'aurons plus la maîtrise d'un certain nombre d'outils et de leviers économiques fondamentaux pour notre industrie, pour notre agriculture, etc., etc. Mais tout ça a été balayé. Et Mitterrand, qui je crois était un homme pour qui j'ai quand même une certaine admiration coupable, je dois le confesser, était un homme qui, à mon avis, ne touchait pas sa bille, pardonnez-moi l'expression, en économie, qui était un type qui se moquait de l'économie, comme tous les grands hommes d'État, et qui n'avait Dieu que pour la culture, l'éducation, la civilisation française, qui est paradoxal pour un type de gauche, qui, à mon avis, n'a jamais vraiment été de gauche d'ailleurs, mais qui, si vous voulez, avait en lui, d'ailleurs, quand on a retrouvé les livres de sa bibliothèque, ce n'étaient pas des livres de gauche. Bon, surtout dans les années 30. Et donc, si vous voulez, il y a chez Mitterrand cette conscience civilisationnelle de la France, et lui, ne voyant pas les aspects de perte de souveraineté économique ou monétaire ou politique française, n'a vu que dans la construction européenne un rêve extraordinaire de concorde, d'union, de paix. Et aujourd'hui, les ravis de la crèche, genre Cohn-Bendit, continuent à vous dire oui, il faut tout abaisser, on fait élire un président au suffrage universel direct en Europe et ce sera les États-Unis d'Europe. Donc Mitterrand s'inscrivait peu ou prou là-dedans, il était en plus à la fin de ses mandats, il pensait qu'il marquerait l'histoire en étant le grand président français qui nous mettrait à l'Europe. Donc
entre des sentiments personnels, ce qui d'ailleurs n'est jamais étudié dans les livres, dans les essais politiques, mais qui a une grande importance, mais entre ses penchants personnels, ses intuitions quasiment mystiques ou telluriques, genre force de l'esprit, il était convaincu que la construction européenne représentait le salut de la France. Et en fait, cette conversion, je parle dans le livre de la dynastie des présidents mondialistes, de Giscard d'Estaing jusqu'à Macron, en fait, ils l'ont tous suivi scrupuleusement, rompant avec la théorie de refus de l'alignement sur les États-Unis d'Amérique issue du général de Gaulle, ce qui est un changement de paradigme fondamental. Et donc, cette Union européenne, finalement, qui était une sorte de base arrière des États-Unis d'Amérique, les a convaincus qu'il fallait poursuivre dans ce chemin, tout simplement. Et donc, dès lors, un des grands traumatismes des souverainistes, c'est 2005, évidemment, lorsqu'on a consulté le peuple sur le projet portant Constitution européenne, il a dit non, et pourtant, Sarkozy est allé signer oui à Lisbonne. Donc, tout ça était entendu, finalement. Et il y a une chose sur laquelle Emmanuel Macron a une colonne vertébrale, une seule, probablement, c'est l'Europe. C'est la construction européenne. J'associerais ça avec la mondialisation et son amour dévot pour les États-Unis d'Amérique, mais en tout cas, il y a chez lui l'idée selon laquelle il doit être le grand prolongateur de ce cycle de dépossession de la France de son pouvoir. Il est un genre de grand liquidateur. Il faut voir que c'est tout de même le travail qu'on demande à un banquier d'affaires, liquider des entreprises pour des fonds de pension. Et je connais bien le sujet, et j'ai appris ça en école de commerce, c'est très important, et je sais comment ça se passe. Il le fait avec la France, tout simplement. Il est un liquidateur, mais dans son esprit, ce n'est pas un liquidateur comme les fonds vautours américains qui veut juste nous piller. Il se dit que c'est l'avenir de la France, parce que de toute façon, vous savez, c'est la vieille rengaine qu'on entend dès lors qu'on arrive dans certains cénacles, où on vous dit « mais la France est un petit pays, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ?» Enfin, vous imaginez, alors je sais qu'on dit souvent ça, vous imaginez le général de Gaulle dire « après tout, la France c'est un petit pays, 67 millions d'habitants, oui, enfin bon, qu'est-ce qu'on est par rapport à la Chine, aux États-Unis d'Amérique, etc. » Non, 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 on va vaguement s'unir, on ne sait pas trop sur quelle base d'ailleurs, c'est un rapprochement, mais on ne sait pas sur quoi. Et puis on va se mettre avec les Américains, et puis on essaiera de temps en temps de faire un coup d'éclat, comme quand il va à Ramallah ou qu'il va voir Al-Sisi en Égypte et qui dit « voyez, je suis la France », bon, rien du tout. Donc il y a effectivement cette volonté de dépossession qui a été partagée par les élites allemandes, les élites françaises, un peu les élites britanniques, mais observons dans l'histoire que les Britanniques ont toujours su se tirer les marrons du feu au bon moment. Ça devrait peut-être nous éclairer. Moi, je ne suis pas frexiteur, hein, mais bon, en l'occurrence, il y a peut-être des mesures à prendre de ce côté-là. Alors, pour en revenir au positionnement de la gauche, qui était aussi une des aspects de votre question, par rapport à ce mouvement-là, ben, la gauche au pouvoir, elle s'est convertie au libéralisme, à la mondialisation, à la construction européenne, tout simplement. La gauche dissidente, moi j'aimais beaucoup Mélenchon parce que je le percevais comme un souverainiste. Il avait écrit son bouquin, Le Hareng de Bismarck, où il s'en prenait aux Allemands. Bon, toujours avec une espèce de germanophobie un peu étrange. Mais enfin, toujours est-il qu'il avait quand même cette capacité à porter un peu, à croiser le fer. Moi j'étais un grand fan de Montebourg aussi. Mais le problème c'est que des individus comme Montebourg ont été broyés par le système socialiste. C'est-à-dire que quand il est jeune député, il dit « je vais aller casser de la vaisselle à Bruxelles ». Quand il est ministre, il dit encore un peu ça, mais moins fort. Et puis à la fin, le pauvre, il a fait tout ce qu'il pouvait. Et moi, je lui suis très reconnaissant ce qu'il a fait sur Florange, sur les Hauts-Fourneaux, face à Mittal, etc. Mais à la fin, Hollande, il avait un arbitrage. Dans le bureau, ça m'a été raconté par un des protagonistes, il y avait 4 personnes. Il y avait notamment Attali, Macron et Montebourg. Et il a dit à Attali et Macron, voilà, c'est vous qui gagnez l'arbitrage. Montebourg, après tout, voilà, il ne comprend rien, quoi. Donc il est parti faire son miel. Mais en tout cas, il avait une bonne intuition, Montebourg. C'est lui qui avait raison, évidemment. Mais l'arbitrage a donné raison à Emmanuel Macron, ce qui montre que la gauche, d'ailleurs, dans les moments critiques de son histoire et dans les moments de rencontre avec l'histoire française, industrielle, économique, sociétale, civilisationnelle, quand elle est aux affaires, elle choisit rarement le bon chemin. Et d'ailleurs, je m'en désole et je pense que c'est aussi pour ça, c'est un autre aspect du livre, mais je fais aussi la généalogie de l'effondrement de la social-démocratie, à laquelle j'ai cru un temps, pour ça aussi qu'elle s'est effondrée. Je vous remercie beaucoup pour ces réponses. On aimerait poser d'autres questions, mais on a un temps limité, hélas. Oui. Et du coup, si jamais quelqu'un au sein du public a des questions à poser à M. Paul Melun, n'hésitez pas, si vous avez quelque chose à dire, quoi que ce soit. Jean-Luc, vous parliez de base commune, vous preniez l'exemple du programme commun de François Mitterrand. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on est dans une démarche inverse où les gens s'allient parce qu'ils sont tous faibles et ils considèrent que ça leur fera peut-être gagner quelques pourcents. Comment,
sur quels critères vous fondez le fait de pouvoir discuter ou non avec tel interlocuteur et qu'est-ce qui peut réunir la gauche en termes d'idées et de philosophie politique aujourd'hui, parce que choisir entre mondialisme et nationalisme, ça ne laisse pas beaucoup d'espace. Ça, c'est sûr. C'est une excellente question que vous posez là, sous la forme aussi d'une remarque volontaire de dire comment peut-on réfléchir collectivement à ce qui peut unir la gauche aujourd'hui. Il y a eu des tentatives sur certains sujets, et je dois dire qu'ils ne sont pas assez grands pour unir tout le monde, et pourtant ils sont importants, ils doivent tous nous unir. Je pense par exemple à l'écologie. Ça a été une des tentatives de certains amis qui sont toujours, d'ailleurs qui croient toujours, qui sont au PS ou chez les écolos, et qui se disent on va unir tout le monde par l'écologie. C'est un écologiste convaincu qui vous le dit. Moi, je pense que ce n'est pas suffisant, mais c'est un trait d'union important. Après, je suis tenté de vous donner des concepts, mais peut-être allez-vous me dire qu'ils sont trop larges. Moi, je les trouve fondamentaux. Je pense à l'émancipation, par exemple, qui n'est pas un concept, d'ailleurs, l'émancipation qui est prônée historiquement, ou même aujourd'hui, d'ailleurs, par la droite nationale. La droite nationale, elle se place dans des réponses, notamment sur les aspects régaliens, sécuritaire, immigration, éducation même, qui sont toujours les mêmes. Moi, j'ai un interlocuteur de droite nationale sur le plateau, toujours l'éducation. Ah oui, alors la blouse, voilà. Alors là, l'autorité, le maître, et puis il se lève quand on rentre dans la pièce, puis après il repose son siège, puis après il met sa blouse, et puis après attention, là ça va, très bien. Et ça marche. Oui, ça a marché partout, ça marche tout le temps. Bon, et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous êtes Montessori, les petits oiseaux, vous dites n'importe quoi. Je dis non, il y a peut-être autre chose quand même. On peut peut-être penser à un autre modèle. Donc ça, ce serait le travail de la gauche, parce qu'il y a quand même, à chaque fois, quand vous prenez les sujets les uns après les autres, et c'est pour ça que je trouve que l'émancipation peut être un dénominateur commun, en fait, il y a une voie médiane, pas modérée, mais une voie médiane, une sorte de gaullisme de gauche qui pourrait arriver sur chacun de ces sujets. Là, je prends l'éducation, je pourrais parler par exemple de la prison. Vous avez des gens qui vous disent il récidive, il fait ci, il fait ça, prison. Bon, tout dans prison, la solution c'est prison. Mais le problème c'est que, eu égard les dynamiques sociales, culturelles, démographiques de ce pays, il va falloir des grandes prisons. Parce qu'on va quand même vers des temps troubles en termes de violence et nous ne sommes qu'aux prémices. Donc je ne sais pas comment ils veulent faire. Peut-être veulent-ils ouvrir des bagnes un peu partout. Une partie de la solution chez les Émoriens, c'est la remigration. Ça me paraît compliqué, très très compliqué et pas forcément souhaitable. Donc je ne vois pas très bien en fait. Vous voyez, en fait, quand vous les creusez un peu, ils vont poursuivre là-dessus. Mais bon, alors là aussi, si en face vous avez l'idéologie anti-prison, le truc du syndicat de la magistrature et la vieille rengaine de Foucault et compagnie qui vous dit que de toute façon la prison c'est terrible et que c'est l'école à récidive et que vous tapez une vieille, vous lui piquez son sac à main, vous la prenez dans le dos comme pour égorger, vous avez 3 jours de je sais pas quoi, de stage de citoyenneté ou que sais-je. Effectivement, il y a de quoi voter Marine Le Pen pour les gens qui regardent ça à la télé sur les chaînes d'info. Donc là aussi, il pourrait y avoir une réponse de gauche au milieu de ça, de dire ça va être compliqué de mettre tout le monde en prison et d'ouvrir des dizaines de milliers de places partout et de faire des bagnes dans les Outre-mer, on n'y croit pas. En même temps, l'idéologie anti-prison, ça suffit, et on va mettre de la fermeté. Mais cette fermeté, on va l'asseoir sur tel et tel principe pour réfléchir à éviter au maximum la prison qui est la dernière case contre laquelle on ne peut plus lutter. Donc comment est-ce qu'on fait, puisque le président de la République nous parle de décivilisation, pour reciviliser en amont. Sur l'insécurité dans les quartiers, par exemple, sur la réponse des émeutes en banlieue, la réponse de droite, Macron a essayé, notez qu'il a essayé de faire les deux. Il a essayé de faire la réponse de droite et la réponse sociale. Bon, sauf qu'avec lui, ça fait toujours flop parce que c'est toujours une catastrophe. Mais la réponse de droite qui consiste à dire il faut donner du mousquet en banlieue, vous allez voir ce que vous allez voir, en fait, vous n'aurez pas un petit Naël en Mercedes AMG qui manque d'écraser une vieille dame, vous en aurez 10 000 avec cette technique. Ça va continuer. Et les gamins qui sont allés piller les boutiques, il n'y en aura pas 10 000, il y en aura 100 000, puis il y en aura 1 million. C'est ça. Le problème, c'est que c'est le tonneau des Danaïdes. Plus vous allez créer de mesures répressives très strictes, plus les gamins vont se jouer les martyrs, et plus des agrefins de la France insoumise ou les frères musulmans, qui peuvent être un peu là-dedans aussi, vont leur dire « Regardez, ils veulent casser des Arabes, c'est la chasse aux musulmans », je reprends l'expression de Mélenchon, donc rebellez-vous contre les Français. Et là, on repart. J'entendais Zemmour l'autre soir, c'est hier soir, il dit « c'est les deux peuples l'un contre l'autre, etc. » Il pose le décor comme celui-là. Que ce soit vrai ou non, c'est un casus belli. On peut décemment pas se mettre dans un pays et dire il y a deux peuples.
Ne faites quoi demain? Vous êtes chef d'entreprise, vous avez des gens, il y a deux peuples, vous êtes quoi? Non, toi, tu n'es pas dans le bon peuple, toi, tu es le peuple de ceci, toi, tu es le peuple de cela. Ou vous êtes maire d'une commune, vous faites quoi entre ces deux peuples? C'est très compliqué. Donc, moi, je crois que cette clé de lecture-là, on peut dire, si on ne fait rien, on va arriver à une situation où il y aura deux peuples et ils s'affronteront. On peut dire qu'on va vers un mouvement de guerre civile, mais dire tout de suite, il y a ces deux peuples, ils sont irréconciliables, et le marteler toute la journée, c'est contre-productif, selon moi. C'est contre-productif, et dans le même temps, dire comme une partie de la gauche, tout ça se créolie, c'est formidable, c'est le vivre ensemble, regardez comme les gens s'aiment, alors que les gens ils se prennent des coups de couteau dans des landaux à Annecy, non, c'est compliqué. On peut pas. Donc la politique de l'autruche, façon Europe Écologie Les Verts, Maire Écolo et Mélenchon, c'est une catastrophe pour l'électorat de gauche. Et en même temps, le zémourisme suraigu, c'est juste qu'on va avancer à la guerre civile de 40 ans, quoi. Donc, à un moment donné, là aussi, encore une fois, il pourrait y avoir un espace pour une vision gaullienne de ces sujets-là, de gauche, républicaine, qui disent sévérité républicaine, mais en même temps, comme dirait l'autre, on permet aussi à un certain nombre de ces jeunes qui sont en rupture avec la société, ou moins jeunes, d'avoir des portes de sortie. Et c'est là que rentrent toutes les grandes politiques. Quand Richard Descoings avait fait son truc pour faire rentrer des jeunes des quartiers populaires à Sciences Po, moi je trouvais que c'était une très belle initiative. Et en fait, j'ai une de mes amies qui est autrice, qui s'appelle Alimata Fofana, qui a beaucoup travaillé sur les sujets des quartiers, qui est quelqu'un de très respectable. On a discuté ensemble, et elle a grandi dans des quartiers populaires. Et en fait, ce qui a fait son émancipation, pour revenir au mot de l'émancipation, c'est qu'elle a lu Flaubert, elle a lu Balzac, elle a lu Maupassant, elle a compris toutes sortes de choses, elle a subi des choses étant jeune, l'excision, etc. Elle a rompu, elle a essayé de dépasser ce qui lui était arrivé, etc. Elle s'est émancipée d'un milieu auquel on l'avait attachée par l'opium du peuple, par un substrat culturel ou civilisationnel qui n'était pas celui de la philosophie occidentale, etc. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui écrit magnifiquement bien, etc. Donc, je ne veux pas sortir le truc gnangnan qui dit « Regardez, il y a Platini, il y a Zidane, il y a machin, comme on sort depuis 50 ans. » Mais c'est vrai quand même, et il faut quand même qu'on le dise, et qu'on accompagne les gens vers cette émancipation-là. Sinon, on dit « Tout est perdu ». Bon, moi, je m'en fous, je ne fais pas de politique, donc je peux dire « Tout est perdu ». Je l'écris dans mon prochain livre, d'ailleurs. Mais le problème, c'est que politiquement, si vous voulez, pour en revenir à votre question, pour unir un certain nombre d'acteurs de gauche qui ne se parlent plus, qui ont des choses différentes, je pense que ces clés d'analyse-là, elles pourraient, à mon avis, fonctionner. Quelqu'un d'autre a une question Pardon, j'ai été un peu long. Oui. Oui, peut-être une question. D'abord, merci pour la conférence. Le propos est très intéressant. Moi, c'est une question sur quelque chose qui me travaille vraiment profondément. C'est la reconquête, comme on veut, des classes populaires rurales qui sont aujourd'hui passées totalement par des RN. Moi, je vis dans un territoire qui est très rural, petit village, un peu plus dans l'autre par ailleurs, mais petit village. Où ça? En Seine-et-Marne, Ah oui. Coulommiers. Ah oui, je connais. Voilà. Ah, le Coulommiers, c'est chez Franck Riester. Ouais, bah oui, j'étais candidat face à une élection législative, Ah oui. justement, avec face à un FI NUP avec un RN à Ouais. 30%. Évidemment, j'ai pris une tôle, mais donc j'étais. Mais donc, on est confronté, et moi je suis confronté tous les jours. Pourtant, je peux aller voir les gilets jaunes dans la campagne, etc. Mais c'est quelque chose qui me travaille, cette volonté de reconquérir effectivement ces classes populaires rurales qui ont muté, qui ne sont plus les classes populaires rurales agricoles dont vous parliez avec Jaurès. Aujourd'hui, ils travaillent sur Paris, ils prennent le train, ils font 2 heures de transport, comme moi chaque jour, ou comme d'autres ici, et ils prennent le train et ils travaillent dans le tertiaire à Paris pour les grandes villes, parce qu'il n'y a plus d'entreprises. Parce que ça a été désindustrialisé, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'entreprises dans la vallée. Donc, et quand on est sur les marchés, quand on va les voir, on sent qu'effectivement le programme que nous, moi j'étais candidat de la gauche républicaine et socialiste. Ah oui. Voilà, Très bien. Donc, on porte un discours qui peut leur parler, mais on est tout à fait démunis en fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai que quand les électeurs RN, ou plus souvent les électeurs RN, on parle effectivement de la gauche, d'abord on a étiqueté gauche. Donc là, c'est fini, on a filé à Hollande, aux autres, à la gauche. Vous pouvez le remercier. Là, c'est fini, là on est mort. Déjà, si on a marqué gauche sur le tract, ce qui est le cas malheureusement. Mais en tout cas, voilà, donc comment concrètement, parce que votre propos est super intéressant sur, effectivement, je suis d'accord sur la question programmatique, mais des conseils, je ne sais pas, mais comment concrètement aller les récupérer, aller les chercher. Parce que quand on est face à eux, on a beau avoir un programme qui répond, je crois, aux exigences, à leurs exigences, on est quand même bien. Oui, c'est très difficile. C'est très, très difficile comme travail.
Moi, je vais essayer de vous donner une réponse là-dessus parce que ce que vous dites est très important dans la façon dont on peut transformer finalement un concept, mon volet conceptuel dont je parlais tout à l'heure, la thèse, vers sa traduction politique concrète. Dans la traduction politique concrète, moi je pense que, et je reviens à mon truc d'avant, en fait, si vous gagnez la bataille des idées au plan national, etc., au plan médiatique notamment, je pense que les médias sont un levier fondamental. Moi, je vois quand je parle avec des gens dans mon village, etc., où je suis très copain avec la maire de la commune, qui est une socialiste qui n'a pas d'étiquette quand elle se présente. Elle est adhérente du Parti socialiste, elle en est aussi la secrétaire de section, mais quand elle se présente dans sa commune, c'est divers. Et c'est la fameuse commune qui vote Marine Le Pen. Et là, c'est pas mon village, c'est une commune nouvelle. Enfin, je vous fais pas le film, mais il y a 2700 habitants. Et dans ces 2700 habitants, c'est comme une grande commune. Et elle arrive à gagner, à parler aux gens, etc. Quand on parle avec les gens de cette commune de la gauche, il y a un peu les mêmes préjugés que vous avez. Cependant, et ça c'est quand même un signal d'espoir assez amusant, de plus en plus, quand je parle avec eux, d'abord ceux qui me reconnaissent, et comme ça parle vite dans les villages et qu'ils ont vu les articles de presse locale, ben, ils me disent mais vous êtes de gauche, mais c'est pas pareil, vous êtes à la gauche, vous êtes avec Onfray, tout ça, et puis l'autre fois vous aviez dit du bien de Philippe de Villiers. Hein. Je dis, oui. Bon, oui, parce que j'ai fait de mieux. Bon. Et donc, ils m'associent plutôt à autre chose et à un espèce d'élément un peu différent. Tant et si bien que, je verrai ce que je fais, je vous livre un scoop ici, mais certains me disent, mais tiens, tu devrais venir avec nous dans les conseils municipaux, etc., machin, mais sans étiquette, quoi, avec eux. Et là, je serais élu, puisque je serais que la liste majoritaire à chaque fois. Mais en fait, je ne pratique pas la taquilla de gauche. Je dis pas, je mens pas, je dis qui je suis. Mon livre s'appelle ainsi, bon, les gens me connaissent. Mais je ne suis pas associé à Hollande, etc. Parce que dans le discours... Pardon ? Il faut le dire. Oui, enfin, il faut le dire. C'est-à-dire que des fois, ils disent « Ah, gauche, mais vous êtes un Mélenchon alors ?» Non, moi, je suis adventiste. Ah, je suis adventiste. Voilà. Vous êtes de gauche, mais vous n'êtes pas trop méchant. C'est ça. Et puis, il faut leur donner des éléments concrets. Bah ouais, c'est ça. Ben, imaginons, vous êtes de gauche sans être un gauchiste, comme vous dites, et vous venez dans mon village. Si vous êtes président, coprésident, ou je ne sais pas où, dans une instance qui travaille à la lutte contre les implantations d'éoliennes, par exemple, vous gagnez 10 points, quoi, parce que les mecs, ils n'en peuvent plus. Donc là, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite, c'est juste que l'artificialisation des sols à côté d'une chapelle du Xe siècle, ça rend tout le monde fou, moi le premier. Alors, je suis écologiste. Donc, si vous voulez, là, vous pouvez avoir un espace. Par exemple, moi, je crois beaucoup à quelque chose, c'est un projet que j'ai lancé il y a quelques mois, c'est un de mes centres d'intérêt importants pour moi aussi à gauche, c'est la culture, y compris dans les communes rurales. Et j'ai lancé un cycle, alors je fais des conférences, mais là un cycle de lecture musicale. Je lis des textes classiques ou des textes que j'ai écrits, là j'ai lu un texte sur la guerre de Troie, avec des musiciens. Donc là, je pars le week-end d'après, pas celui d'après, je pars à Villefranche-de-Rouergue avec un pianiste, un baryton, et on fait ça avec le maire qui est radical de gauche, il y a tout le monde qui sera là, on fait dans une grande salle publique, et ça. Ça n'a pas de vocation politique, puisque je viens en tant qu'écrivain, j'écris un livre prochainement d'histoire aussi, donc j'interviens comme ça, mais c'est des clés d'entrée quand même, parce que la médiation culturelle, le fait de dire il n'y a pas que effectivement dans les théâtres parisiens, il n'y a pas que dans les grandes salles de spectacle très en vue ou à l'Opéra de Paris où le billet est à 150 € que vous pouvez voir de la musique classique par exemple. Donc moi quand j'ai donné un concert dans un château qui est à côté de mon village la dernière fois, public, on a reçu, c'était gratuit, il y avait 200 personnes qui ont voulu venir, on avait que 150 places, on a fermé les portes. Donc les gens viennent, et il y avait des gens de tous horizons. Des gens qui me disaient je suis de droite, mais je vous aime bien, je suis venu. Des gens, je suis de gauche. Des gens, je suis droite, petite gauche, mais là, je suis d'accord. Bon. Puis plein de choses. Et des gens qui n'avaient jamais fait de musique classique. Des gens qui étaient cantonniers, des gens qui étaient... plein de profils. Et ça, c'est vraiment... Il faut essayer de trouver ces conjonctions de profils, de parcours sociologiques, d'âge, etc., pour parler aux gens de problèmes. D'abord, alors je ne veux pas escamoter votre question en parlant que de problèmes locaux, mais... par les problèmes locaux, en tirer la bobine des problèmes généraux, des problèmes civilisationnels. Quand on parle des éoliennes, on parle du paysage. Quand on parle du paysage, on parle quand même de l'aspect que va avoir notre pays, notre nation. Quand on parle de la culture et du patrimoine, qui est un sujet aussi qui me tient à cœur, quand on s'engage auprès du patrimoine pour restaurer des bâtiments, une église, une chapelle, un puits, un lavoir, une vieille école, on s'engage aussi pour plus grand que soi. Et c'est pareil sur une myriade de sujets en fait.
Et je crois que les gens, ce dont ils ne veulent plus par contre, la mauvaise clé d'entrée, c'est d'arriver avec la tambouille politicienne, avec, ça marche parfois, mais ça marchera plus longtemps, je pense, d'arriver avec la pile de tracts, le secrétaire de section, le secrétaire de direction adjoint, le truc qui est organisé, crac, avec le site web, là, lui, il est là, lui, il est là, lui, il est là, et puis, ni vu ni connu, je t'embrouille, et puis je fais ce qu'on a toujours fait, bon, ce que faisait le PS très bien jadis, ça ne marche plus. Je pense qu'il faut changer de logiciel, il faut le faire différemment. Je n'ai pas tout à fait la clé au plan logistique, au plan précis, il faudra le réfléchir, mais je pense que c'est comme ça qu'il faudra faire. Et si vous gagnez la bataille des idées, c'est ce qu'ont fait les woke, hein. Les gens lisent différemment, les gens pensent différemment. Vous vous rendez compte la force de l'idéologie woke, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous arrivez dans votre entreprise ou n'importe où vous êtes, vous dites à une jeune femme qui arrive, mademoiselle, vous dites, oh putain, là j'ai gaffé. Alors là, vous vous mettez sous la table, vous êtes terrifié, vous dites, j'ai tenu la porte. Et ça, c'est une réussite extraordinaire. C'est-à-dire d'avoir réussi à foutre la honte à tout le monde, juste à la base d'un concept. On peut très bien imaginer, ou alors le type qui est au guichet du loueur de voiture ou quoi, et puis qui dit alors sexe, oh pardon, genre, tu vois, parce que en fait, et ça c'est quand même extraordinaire. Imaginez qu'il y a un autre mouvement politique, alors là moi je trouve que c'est un peu totalitaire, moi je préfère qu'on débatte, mais si vous voulez, en termes de pénétration dans les esprits et dans les tréfonds de la population, même dans des coins, même des gens qui ne savent même pas ce que c'est que le mot woke, moi je vois dans mon village ou dans les petites communes aux alentours, les gens sont quand même pétris de choses de cet ordre-là. Enfin, ça compte, on y réfléchit, dans les entreprises, dans la vie, partout. Donc c'est là que vous voyez quand même la force descendante, les minorités font l'histoire, etc. C'est les travaux de Touraine, pas la ministre, mais son père, sur les nouveaux mouvements sociaux. Tout ça nous montre à quel point tout cela peut irriguer la société. Et après, une fois qu'elle est pénétrée de cet idéal, après, le vote, il change derrière, si tant est qu'il y ait des candidats de qualité. Et je ne doute pas que vous aviez plus de qualité que Franck Riester. Je connais un peu, qui est un type assez sympathique d'ailleurs, mais bon. Je vous remercie en tout cas à tous. Merci à tous. Merci de votre présence. Merci.